Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau devant mon ordinateur pour te parler d'achat-revente de produits rares ou limités. Dans cette vidéo on va parler de la dernière PlayStation, on va parler de baskets de collection ou encore, comme je te montrerai à la fin de cette vidéo, des places pour le mondial de football au Qatar. Si c'est la première fois pour toi, sache que je m'appelle Yasser et dans cette chaîne, on parle essentiellement de business mindset. Comment faire de l'oseille en créant le maximum de valeur. Si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce, ça me fera plaisir et laisse ton avis en commentaire. Ça intéresse tout le monde. On est là pour s'inspirer et se tirer vers le haut. Revenons à notre sujet. Tu trouveras autour de toi des milliers de produits qui s'arrachent, soit parce que c'est limité, comme une montre de luxe par exemple, soit parce que sa valeur va augmenter avec le temps comme une pièce de monnaie très ancienne. Dans les deux cas, si tu comptes revendre le produit, alors ça peut s'avérer être un investissement très intéressant. L'achat-revente, ça existe depuis des années, depuis des millénaires et c'est la base même du commerce triangulaire. Tout ce commerce repose sur l'offre et la demande. Quand un pays a besoin de gaz et qu'il regorge d'or, peut donner son or à un pays qui regorge de gaz et qui a besoin d'or. À ce moment-là, on procède à un échange de valeur. Mais lorsque toi, tu possèdes de l'argent et que tu peux acheter quelque chose de valeur avec cet argent, patienter pour le revendre plus cher, à ce moment-là, c'est le même système d'échange, sauf que là, tu prends un risque. Tu prends le risque de ne pas pouvoir revendre ton bien plus cher auquel tu l'as déjà acheté. Dans tous les cas, tout investissement comporte des risques. Tu peux investir dans un produit qui ne prendra pas de valeur dans le temps ou alors dans lequel tu t'y seras pris trop tard pour le revendre. Mais comme je dis tout le temps, le plus gros risque dans la vie, c'est de n'en prendre aucun. Donc n'hésite pas à prendre des risques. Si tu prends les mêmes risques que tout le monde, ne t'étonne pas d'avoir le même résultat que tout le monde. Laisse-moi te donner des exemples. Par exemple, les baskets. Les baskets de collection, ça commence à devenir de plus en plus la mode, la tendance, c'est d'acheter des baskets en édition limitée qui vont se retrouver à faire des collaborations avec Nike qui fait une collaboration avec Gucci, Nike qui va faire une collaboration avec Louis Vuitton et ces paires-là vont être rares, mises sur le marché à un prix supérieur, mais la gamme sera suffisamment limitée pour que la valeur augmente d'elle-même puisque le stock sera liquidé en quelques heures et forcément ça prendra de la valeur parce que la demande est supérieure à l'offre. Je te montre un exemple. Si tu as 1 million de personnes qui veulent cette paire de baskets mais qu'il n'existe que 1000 exemplaires, la solution c'est quoi? C'est que le prix augmente forcément. Quand la demande est supérieure, alors l'offre suit la demande. C'est aussi simple que ça. Quand la demande baisse et que le prix est trop haut, alors l'offre baisse parce que le but c'est d'écouler un stock. Je vais te montrer un autre exemple, mais cette fois c'est un exemple personnel. Moi personnellement, j'ai commencé l'achat-revente quand j'étais au collège et on va dire fin collège, début lycée. Je m'amusais à acheter sur AliExpress des maillots de foot, des casques Beats by Dre et des baskets Air Jordan. À l'époque, c'était tout nouveau. Les casques Beats, c'était tout nouveau. Et puis, comme tous les ans, des maillots de foot. Et je m'amusais à acheter ça sur AliExpress parce que j'avais découvert ça en 2008. Et pour moi, c'était incroyable. C'était vraiment, il y avait plein d'autres sites. C'était bien sûr de la contrefaçon puisque c'était des produits chinois. Mais au collège ou au lycée, ils s'en fichent de savoir si c'est de la contrefaçon ou pas. Le but pour ces étudiants, c'était d'avoir quelque chose dans leurs moyens. Donc, à moi de prendre quelque chose dont la demande était super forte et à proposer une offre avec, bien sûr, une marge que je pouvais me faire. Bien sûr, c'était juste collège, lycée, c'était quelques dizaines d'euros, c'était histoire de, à la sortie, acheter des cartouches pour la Nintendo. Voilà, c'était pas plus que ça. Et puis, cette pseudo-passion pour l'achat-revente, elle a commencé à grandir. Et là, je vais te montrer un exemple avec moi. J'ai ici un maillot de l'équipe de France, tu vois. Il est tout neuf, tac. Maillot de l'équipe de France dédicacé par toute l'équipe de France. Je sais pas si tu arrives à voir, avec un genre de stabilo un petit peu gris.
tu vois. Le maillot est neuf, parce qu'il a encore l'étiquette. Et il se trouve que c'était le maillot de la finale de l'Euro 2016. Donc c'est un maillot floqué ici, Portugal-France, Stade de France, le 10 juillet 2016. J'ai acheté ce maillot il y a maintenant 6 ans, bientôt 6 ans. Voilà, ça fait 6 ans que j'ai acheté ce maillot, floqué Griezmann. Et ce maillot, il a été donc signé par tous les membres de l'équipe de France. Ce maillot, je pense que je l'ai acheté quelque chose comme 180 €, quelque chose comme ça, auquel j'ai dû rajouter 100 $ pour avoir le certificat d'authenticité. Donc derrière moi, j'ai un certificat d'authenticité qui prouve que le maillot est authentique et que toutes les signatures sont authentiques. Le but, bien sûr, c'était d'encadrer ce maillot sous verre avec le certificat d'authenticité à côté et pourquoi pas mettre, vous savez, l'autocollant Panini de l'équipe de France 2016. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, la France a perdu. Ceux qui achètent ce genre de produit, ce sont des fans de l'équipe de France et des fans de l'histoire de l'équipe de France. Donc, essayer de revendre un objet qui rappelle la défaite, déjà, ça fait baisser la valeur de l'objet. Deuxièmement, Benzema n'était pas sélectionné. Benzema, qui est aujourd'hui le meilleur joueur au monde, puisqu'il a eu le ballon d'or, il n'était pas en sélection. Donc là-dessus, il n'y a pas la signature de Benzema, ce qui fait encore baisser sa valeur. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Les premiers mois, le but, c'était vraiment pas de le vendre, c'était de le garder, histoire que ça prenne de la valeur sur le temps. Quelques temps plus tard, j'ai essayé de le revendre en le mettant voilà, sous cadre, sous vitre, avec la petite étiquette Panini de l'équipe de France de 2016. Mais voilà, j'avais pas réussi à le vendre. En plus, j'étais pressé, j'étais pas concentré dessus. Donc du coup, ça a vite fini au fond d'un carton. Et jusqu'à aujourd'hui, après 6 ans, j'ai toujours ce maillot. Je pense que je vais essayer de le revendre. Et puis s'il part pas, eh bien, je ferai un foot avec. Aujourd'hui, il existe plein d'opportunités pour que tu puisses toi-même faire de l'achat-revente. Mais cette fois, en légalité quand même. Regarde, je te donne un dernier exemple, la PlayStation 5. La PlayStation 5, quand elle est sortie, clairement la demande était largement supérieure à l'offre, tout simplement parce que Sony avait créé un nombre limité de PlayStation et il leur en manquait pour combler toute la demande. Ce qui fait que même les personnes, il y a certaines personnes qui ont réservé, qui n'ont pas reçu leur PlayStation, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas assez. Qu'est-ce qui s'est passé? En quelques heures, en quelques jours, tout a été vendu, déstockage complet avec pas d'arrivage avant 6 mois, 1 an et demi. Et du coup, soit tu prends ton mal en patience, soit tu l'achètes 2 fois, voire 3 fois plus cher. On avait des annonces de PlayStation 5 à plus de 1000 €. Des gens qui avaient donc réussi à avoir leur PlayStation pour 450-500 €. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu que la demande avait explosé. Alors, ils ont préféré revendre leur PlayStation toute neuve, mais cette fois à 1000-1500 €. Et vous savez quoi? C'est parti. C'est parti tout simplement parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Maintenant, petite explication concernant les billets pour la Coupe du Monde au Qatar. Alors personnellement, je suis quelqu'un qui a déjà une expérience dans l'achat des billets pour des matchs, des gros matchs ou même des petits matchs. Quand en 2018, j'habitais à Madrid, j'allais régulièrement les week-ends au Santiago Bernabéu. Et quand je voulais assister à un match, eh bien j'attendais juste avant le début du match, il y avait toujours des revendeurs en bas du stade, voilà, qui revendent des billets. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ces revendeurs ont des prix privilégiés grâce à des cartes comme la carte Madridista ou d'autres cartes pour les résidents de Madrid. Et du coup, ils avaient des prix privilégiés. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent une vingtaine ou une trentaine de billets avec leur prix privilégié et ils les revendent en bas directement avec une petite marge, mais de telle façon à ce que moi, ça me revient moins cher que si je l'avais acheté directement au guichet. Donc du coup, je me retrouve avec un billet moins cher. Le rat. Discret, prudent, intelligent. Et le revendeur se retrouve avec une petite marge pour chaque billet vendu. Il arrivait très souvent qu'à la fin, il y a des revendeurs qui avaient encore des billets et le match avait déjà commencé, c'était même la mi-temps. Ça veut dire qu'il y a déjà la moitié du match qui a commencé et il y avait encore des revendeurs en bas qui revendaient à moitié prix, à prix cassé, juste pour pouvoir participer à la deuxième mi-temps. Concernant ces revendeurs-là, qu'est-ce qui se passe? Admettons, ils ont acheté une trentaine de billets, ils en ont revendu 20, il leur en reste 10. Même si ils sont en perte sur les 10 derniers billets, ils restent en gain sur les 20 premiers, puisque sur les 20 premiers, il y a une marge de bénéfice. Au-delà de ça, j'avais déjà essayé de prendre des billets qui étaient
limité, voire voilà, très rare parce que beaucoup demandaient. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le stade, tu as un nombre de places limité. Et lorsque la demande explose, comme par exemple une finale de Champions League, quand la demande a explosé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le nombre de places dans le stade est limité. Du coup, c'est du tirage au sort. La plupart du temps, c'est du tirage au sort. Je peux te dire que je me souviens que pour la finale de Champions League qu'on avait fait avec un ami, on travaillait à l'époque dans un centre d'appel. Donc, c'était un espèce de grand local, un espèce d'hangar avec des ordinateurs à la suite. C'était un centre d'appel. Et si tu veux, à la débauche, tout le monde, tu vois, tout le monde débauche et tu as les ordinateurs de disponibles. Alors, avec un pote, on a pris une dizaine d'ordinateurs et on a commencé à postuler pour pouvoir prendre les billets. Alors, bien sûr, on était devant le chronomètre, on était là, on était prêt, et puis paf, fallait cliquer sur le bouton de tous les PC et fallait croiser les doigts. Il se trouve qu'avec cette technique, on avait réussi à choper 3 places. Bien entendu, ces 3 places, c'était du passif, parce que le but, c'était pas de les revendre. Le but, c'était de participer et de pouvoir voir voilà, la diffusion de ce match de Champions League complètement incroyable. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On avait réussi à avoir ces places. Alors, on avait réussi à avoir des places un petit peu voilà, excentrées. Il y avait des places virage sud tout en haut, il y avait des places latérales au milieu et j'avais réussi à échanger ces places pour être vraiment tout devant, juste à côté des places du staff. Alors, j'avais fait une petite manipulation avec un pote et du coup, on avait réussi ça et moi, j'étais super fier d'avoir réussi ça et derrière de pouvoir participer et regarder ce match qui était complètement incroyable. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que sur le moment, j'ai vécu un bon moment. C'était cool. Mais j'aurais pu, avant même d'entrer dans le stade, proposer cette place à la revente. Et là, ça aurait pu faire un x3, x4, voire x5, tout simplement parce que la demande était très forte. Lors des tirages au sort sur un PC, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de gens qui se sont fait recaler. Ces gens qui se sont fait recaler, ils viennent devant le stade pour espérer prendre leur place, quitte à payer 2 fois, 3 fois ou 4 fois plus cher. Eh bien, pour le mondial de cette fin d'année au Qatar, c'est à peu près la même chose. La première sélection s'est faite en février 2022. Donc, ça fait presque un an que la première sélection, elle a été faite. Comment ça s'est passé? Tout simplement, il y a 3 rounds, un en février, un en avril et un de dernière minute qui se trouve en ce moment même, qui est ouvert en ce moment même. Pour le premier round de février, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé simplement que tous ceux qui sont intéressés allaient commander leur ticket sur le site, sachant que le prix le moins cher du billet était 60 €. 60 €, c'était voilà, la place la moins chère et c'était pour des phases de poule, c'était même pas les 8e. Donc ça veut dire que tu peux tomber sur un match éclaté en vrai, c'est la vérité. Et après voilà, quand tu prends des matchs de 8e, des matchs de quart, des matchs de demi, là tu peux tomber sur des matchs très intéressants et potentiellement un espèce de 2 équipes, 2 colosses qui se rencontrent, en fait une finale avant la finale. Et là tes places, tu peux les revendre 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois ou 10 fois plus cher sur place parce qu'il y aura des gens qui voudront voir ce match. Toi, tu les auras achetés avant même de savoir quelle équipe sera qualifiée. Et du coup, elle est là ta prise de risque. Pour ma part, personnellement, pour le premier round, j'ai juste assisté comme ça en mode passif pour regarder un petit peu comment ça fonctionnait. Alors en fait, tu achètes tes billets, tout le monde achète ses billets, il n'y a pas de souci. Et à la fin, il y a un tirage au sort. Et de ce tirage au sort sont pris les personnes au hasard qui vont, eux, recevoir leurs billets. Et pour le reste, ça va être à la poubelle, ils vont devoir réessayer leur chance en avril 2022. Donc ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont acheté en février ont su en mars si leur billet avait été pris ou s'ils allaient être remboursés. Et pour ceux qui seraient remboursés, ils allaient retenter en avril. Moi, personnellement, j'avais voulu tenter en avril. Quand j'ai tenté en avril, j'ai vu comment le round fonctionnait et tout. Et j'avais pris la décision de prendre même 6 ou 7 billets. Et il n'y avait plus de place possible pour 60 €. Ou même s'il y en avait, franchement, c'était pas celle qu'il fallait viser. Parce que c'est pas les matchs les plus intéressants. Et ce ne sont pas les places les plus intéressantes. Ce ne sont pas celles qui vont prendre de la valeur le jour J. Donc, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les places à 400, 450 € et d'en prendre voilà entre 5 et 10 et de pouvoir après les revendre, sachant que à ce moment-là, moi je pouvais me permettre de prendre un billet d'avion et peut-être de garder une place parmi les 10 et pourquoi pas en vendre 9, je resterai dans tous les cas en bénéfice parce que ça me rembourserait mon billet d'avion et du coup l'hôtel et tout ce que j'avais prévu de faire sur place. Et finalement,
après quelques recherches, j'ai complètement changé d'avis. J'ai complètement changé d'avis et juste avant de payer ces places et donc de tenter le tirage au sort, j'ai complètement tout arrêté, j'ai quitté la page alors que j'ai dû attendre 45 minutes avant d'arriver à la page de paiement parce qu'il y a une barre de rechargement et tout. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pendant la barre de rechargement, donc pendant ces 45 minutes, j'avais fait des recherches et j'avais pris connaissance de ce qui se passait au Qatar et de cette nouvelle polémique autour des travailleurs qui ont travaillé dans les chantiers au Qatar pour la fabrication des stades. Alors à ce moment-là, c'était vraiment le tout début de la polémique. Après, bien sûr, avec le temps, ça a pris de l'ampleur et aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Alors moi, personnellement, j'ai un avis là-dessus, mais personnellement, je vais pas boycotter la Coupe du Monde ou je vais pas dire aux gens, on boycotte la Coupe du Monde. Personne va boycotter la Coupe du Monde. Ça reste un événement mondial. C'est vrai que, éthiquement parlant, c'est très grave ce qui s'est passé, mais ça ne va pas empêcher les gens de suivre le mondial comme ils le font tous les ans. Déjà à cette période-là, il y avait une polémique, c'était pourquoi le mondial en hiver? Oui, le Qatar ils ont l'argent, du coup on est prêt à faire le mondial même pendant la période de Noël et du coup blablabla. Bla, bla, bla. Ça c'était la première polémique. Et la deuxième polémique, c'est lorsque les chiffres sont tombés, lorsqu'ils ont recensé plus de 6500 travailleurs morts dus bien sûr aux conditions de travail. Alors personnellement, que ce soit le Qatar, les Émirats, ce sont des pays extraordinaires. Surtout, voilà, les Émirats, j'y suis allé régulièrement, je suis allé 7 ou 8 fois en tout. C'est un pays extraordinaire avec une mentalité incroyable, un mindset incroyable et un respect incroyable. Franchement, c'est incroyable. Il faut y aller pour le croire. Cependant, le droit du travail est encore trop archaïque et trop inhumain. Et ça, bien sûr, ça concerne la politique locale. Et malheureusement, le droit du travail là-bas n'est pas vraiment top. Il n'y a pas de day off. Ça peut aller de 10 à 12 heures de travail par jour. Les travailleurs sont souvent des immigrés parce que les autres pays ne leur donnent pas de visa. Donc, du coup, ils se retrouvent à travailler aux Émirats, au Qatar, parce que ce sont des pays qui ont de l'argent, donc qui ont les moyens de les payer, et ce sont des pays qui les acceptent, qui leur fait un visa gratuitement. Aujourd'hui, quand je vois la France qui critique ces pays-là parce qu'ils emploient des immigrés et qu'ils les payent au lance-pierre, oui, c'est vrai, mais au moins, ils leur donnent une chance de pouvoir se faire une paye. Quand on sait qu'un Népalais, un Philippin, un Kenyan ou un Bangladais qui essaye de trouver en fait un moyen pour recevoir en fait suffisamment d'argent pour mettre à l'abri sa famille, sachant que dans ces pays-là, le SMIC est de 30 à 60 euros par mois, alors tu comprends bien que quand tu es l'homme de la famille, tu te dois de aller chercher toutes les possibilités, quitte à travailler 10 heures par jour pour pouvoir mettre à l'abri ta famille dans ton pays d'origine. Alors forcément, ça inclut des sacrifices comme la distanciation, mais ça vaut pas non plus le coup de les traiter comme des animaux. Quand on voit le droit du travail, aujourd'hui c'est interdit, mais avant ils leur prenaient les passeports, ça veut dire que tu n'es pas libre de rentrer chez toi, ça veut dire pour eux c'est comme une garantie. Donc c'est complètement incroyable de pouvoir faire ça. Et heureusement, ça a été interdit aujourd'hui. Sans parler aussi des logements. Des fois, ce sont des petits logements de 12 à 15 mètres carrés avec 3 lits superposés. Ils vivent à 6 et franchement, ce sont des conditions difficiles pour des travailleurs étrangers. Et là, ce chantier, donc ces stades au Qatar, ça représente 12 ans de chantier. Et pendant ces 12 ans de chantier, on a énuméré plus de 6500 morts. Et certains morts venus de certains pays comme les Philippines ou le Kenya n'ont pas été comptés dans ce recensement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce recensement s'est arrêté fin 2020. Donc, on n'a pas les chiffres de 2021-2022. Donc, ça fait déjà l'état de plus de 6500 morts, ce qui est juste incroyable pour un chantier qui a duré 12 ans. Et tout ça, c'est voilà, surtout à cause des conditions de travail. Il n'y a pas de droit du travail et quelque part, on joue sur la misère des gens pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre à très bas prix et on se retrouve forcément avec des accidents, avec une sécurité négligée et au final, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est prêt à donner des vies humaines, tout ça pour le business, tout ça pour l'oseille. Je trouve que ce qui est très important quand tu mets en place un business, que ce soit un petit business ou un gros business, c'est de mettre de la morale et de mettre de l'éthique dans tout ce que tu entreprends.
Si tu manques d'éthique pour une histoire de quelques billets, ça te mènera personnellement à rien du tout. Tout simplement parce que tu auras toujours tendance à mettre l'argent au-dessus de tes valeurs. Et les valeurs d'un homme n'ont pas de prix. C'est pour ça que finalement, j'ai décidé, pendant ces 45 minutes d'attente pour pouvoir prendre mes billets, j'ai fait des recherches et j'ai décidé de ne pas prendre mes billets. Le but pour moi, ce n'était pas de pouvoir profiter de ces stades, profiter aussi en consommant dans le pays, parce que finalement, c'est un business que je vais finir par enrichir. Bon, ça, c'est ce qu'on fait tous en achetant des iPhones, par exemple, en achetant les derniers téléphones avec le cobalt à l'intérieur, bref. On participe, ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais ce que je voulais surtout pas, c'était moi gagner de l'argent sur le dos de tout ce qui s'est passé avant moi. Si je suis au courant de ce qui s'est passé et que je le cautionne pas, alors je dois accepter de ne pas prendre un bénéfice pour moi et juste parce que voilà, je mets l'argent au-dessus de mes valeurs. Ça, c'est pas possible. Tu l'auras compris, je n'ai donc pas acheté mes billets pour cette Coupe du Monde en décembre. J'ai économisé presque 5 000 €, ce qui est déjà pas mal parce que ça aurait été quand même un risque de 5 000 €. Peut-être que ces billets ne se seront pas écoulés, mais bon, toi et moi, on sait qu'ils se seront écoulés, surtout dans un pays comme le Qatar, où les habitants du Qatar n'hésitent pas à lâcher une liasse s'ils veulent la place au dernier moment. Ça les dérangera pas du tout. Si toi, derrière ton écran, tu as des places et que tu veux me les donner, eh ben n'hésite pas, tu me laisses un commentaire, tu me dis c'est pour quel match et c'est quelle place, et peut-être que je vais les... Non, je rigole. Mon ami, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. N'hésite pas à partager aussi ton opinion, on est là pour s'entraider, pour se tirer vers le haut, donc laisse ton opinion dans les commentaires. De toute façon, c'est un endroit, c'est un espace dédié à ça. On est là pour partager tous ensemble, on a le droit de ne pas penser la même chose, et l'espace commentaire est fait pour ça. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je t'en suis extrêmement reconnaissant et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et la semaine prochaine, on va parler de Dubaï. Aujourd'hui, on a parlé du Qatar. La semaine prochaine, on va parler de Dubaï aux Émirats. Et ça ne sera pas une vidéo anodine. Allez, ciao!